l'OTAN, c'est 1949, c'est la sécurité du continent européen. Il a été d'ailleurs tout à fait anormal que l'on ait sollicité l'OTAN pour intervenir en Afghanistan, parce que c'est hors de son périmètre, hors de son champ. L'Afghanistan, c'est pas en Europe. L'Iran, c'est pas en Europe. Excusez-moi. Donc, demander à ce que les pays de l'OTAN interviennent au Moyen-Orient, c'est un non-sens. Nous sommes donc de retour dans la deuxième partie de ce live du 2 avril 2026 et désormais il est donc l'heure d'ouvrir notre page géopolitique puisque je reçois Henri Malos, ancien président du Comité économique et social européen et à qui je vais poser une question simple mais dont la réponse engage tout. Les BRICS, est-ce que ça existe vraiment ? L'Iran est membre des BRICS, je vous le rappelle, et bien l'Iran, ce pays se fait bombarder depuis 5 semaines, la Chine regarde, la Russie profite, l'Inde se tait, aucune réaction militaire, aucune pression diplomatique, aucune solidarité visible. Le bloc, censé incarner l'alternative à l'ordre occidental, n'a pas pesé d'un gramme dans cette crise. Alors, contre-pouvoir ou fiction, multilatéralisme ou chacun pour soi, et si les BRICS ne protègent pas un de leurs membres quand ils brûlent, à quoi servent-ils exactement ? Henri Malos, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous en prie, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous me posez la question sur les BRICS, j'en avais déjà parlé ici. Les BRICS, ce n'est pas une alliance politique ni militaire, c'est une alliance financière, économique. Vous savez bien qu'entre des pays comme l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, par exemple, l'Arabie Saoudite, les États, les Émirats, il n'y a pas d'alliance politique ni militaire. On comprend bien, l'Inde et la Chine notamment, qui sont des pays souvent ennemis. C'est une alliance dont l'objectif est de mettre fin à l'hégémonie financière et économique des États-Unis, ce qui est en train de se passer. Vous savez que les BRICS représentent aujourd'hui à peu près 40% de l'économie mondiale, contre 30 et quelques pour le G7, et que dans 10 ans, les BRICS, actuellement, parce que sont en train de s'élargir, ils sont maintenant 11 pays, et il y a un certain nombre de pays qui demandent leur ticket d'entrée. D'ici donc 2030, ils vont passer à plus de 50% de l'économie mondiale. Donc c'est un succès. Alors par rapport à la situation en Iran et de l'attaque israélo-américaine, vous savez, il y a aujourd'hui, paru hier aujourd'hui, la une du magazine britannique L'Économiste, un journal sérieux, et il y a une photo de Trump et derrière de Xi Jinping, président chinois, avec un petit sourire, et la citation, c'est une phrase de Napoléon Bonaparte. Avec moi, je suis corse, donc j'aime bien Napoléon Bonaparte, qui disait, en gros, je traduis, c'est en anglais, mais bon, dans l'Économiste, pas la citation de Bonaparte, mais quand votre ennemi commet une erreur, il ne faut surtout pas l'empêcher de la commettre. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ça. Donc la Chine, comme d'autres pays, ils observent, ils attendent que l'opération se révèle, ce qui est vraisemblable, un échec. Et ils attendent et se frottent les mains. Même si Donald Trump, cette nuit, à 3h du matin, heure de Paris, a dit que, au cours des 2 à 3 prochaines semaines, il fallait que l'Iran s'attende à être bombardé massivement. Oui, mais alors là, il y a une incohérence. Je suis étonné d'ailleurs que je ne parle pas de vous, mais les grands médias, nos grands médias, qui soi-disant sont de grands experts, n'aient pas relevé. C'est que la première moitié du discours, moi j'ai regardé, j'ai les insomnies, je me suis réveillé à 4h du matin. Il commence par dire « Nous avons gagné, c'est une grande victoire, l'Iran est écrasé ». Dans la deuxième partie, il dit « L'Iran est écrasé, mais il faut qu'on continue de bombarder, il faut qu'on tape très dur ». Donc c'est incohérent, s'ils ont gagné, donc ils ont gagné, ils pouvaient s'arrêter. Donc, en fait, il cherche une porte de sortie, il n'en a pas encore trouvé. Une porte de sortie, donc aujourd'hui on est dans une situation de blocage, une impasse. Et bon, pourquoi 2-3 semaines ? Pourquoi pas 2-3 mois ? Pourquoi pas 2-3 ans ? Enfin, il n'y a aucune... Ça me fait un peu penser d'ailleurs à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous vous souvenez, monsieur président Poutine, il pensait en 3 jours gagner, puis nous sommes 4 ans après. Exactement. Donc je crois que tout le monde, les marchés,
Les citoyens, et surtout les pauvres gens du Moyen-Orient qui subissent toutes ces bombes, ils espèrent bien sûr que ça s'arrêtera le plus vite possible. Et pourtant, ça semble malheureusement pas être le chemin que ça prend. Vous disiez tout à l'heure, lors de la première question, qu'il n'y avait pas d'alliance militaire entre les BRICS. Pourtant, on a appris que la Russie avait délivré des images satellites à l'Ukraine, que la Chine avait fourni des nouveaux propulseurs aux drones Shed qui peuvent désormais atteindre 800 km/h. C'est pas un début de coopération militaire? Oui, mais ça, je pense que ça existe en dehors des BRICS. D'accord, oui, bien sûr. Il y a une coopération entre l'Iran et la Russie, vous savez, tout simplement pour des questions de voisinage, ce sont des voisins. Ils sont, par exemple, coopérer par rapport à la question arménienne ou sur beaucoup d'autres sujets. Vous savez que la Russie a acheté les fameux drones Shahed qui sont utilisés à l'Iran dans la guerre contre dans l'intervention contre l'Ukraine. Donc il y a une coopération militaire entre la Russie. Il y a une coopération militaire qui n'est pas formalisée, mais il y a des échanges entre la Russie et l'Iran depuis un certain nombre d'années. Et ça date, et c'est pas nouveau. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que l'Iran a été occupé par l'URSS jusqu'en 1946, qu'il a failli y avoir la première crise de la guerre froide, c'était entre les États-Unis et le Royaume-Uni d'un côté et l'URSS de l'autre, c'était à propos de l'Iran. Donc ça a toujours été un pays de tension Est-Ouest. Et maintenant que il y a une hostilité grandissante entre les États-Unis et l'Iran, bien entendu, la Russie en profite pour placer ses pions dans un pays qui est voisin, qui a été occupé partiellement par la Russie à un moment. On comprend. Donc en fait, en réalité, le silence des alliés iraniens s'explique plutôt par calcul que par lâcheté, en réalité. C'est ce que je pense. Oui, c'est ce que je pense. Oui, de toute façon, je crois que pour le moment, donc l'Iran visiblement arrive à encaisser. Et plutôt bien. Et donc, dans ces conditions-là, je crois qu'ils attendent d'encaisser les dividendes de l'échec prévisible de cette intervention américano-israélienne. Alors, on sait, je pense qu'on a tous bien compris que par ricochet, la puissance qui est visée par l'administration américaine, c'est la Chine. La Chine qui... si on reste dans cette logique de silence des BRICS, semble ne pas parvenir à protéger ses alliés ni sécuriser son pétrole. Est-ce que ça prouve, selon vous, Henri Malos, que la Chine n'est pas encore, ou ne sera peut-être même jamais, une grande puissance? Alors, je crains que vous trompiez. Je crains parce que je n'ai aucun plaisir à ce que la Chine, c'est pas ma tasse de thé, la Chine communiste devienne, elle est déjà une grande puissance. Économiquement, elle est la deuxième puissance du monde. Militairement, non, je crois quatrième ou cinquième, je ne sais pas, je ne connais pas très bien les chiffres. Mais bon, la progression du budget militaire, la progression économique, la progression, ne serait-ce que pour des raisons toutes bêtes démographiques, fait que la Chine deviendra la première puissance économique, militaire, je ne sais pas encore, mais économique du monde. D'ici 10-15 ans, c'est mathématique, sauf catastrophe. Donc je crois que quand vous dites la Chine ne protège pas tellement son intérêt, moi je ne comprends pas trop votre question, parce que le pétrole continue d'arriver, le pétrole iranien continue d'arriver, le pétrole russe aussi, la Chine visiblement n'a pas de problème Elle avait fait des stocks. Mais quelle est l'entité économique dans le monde qui souffre le plus aujourd'hui de la crise, ou qui va le plus souffrir, c'est nous les Européens. Nous sommes déjà tirés une balle dans le pied avec les sanctions contre la Russie, justifiées ou pas, mais nous sommes tirés une balle dans le pied, c'est un fait. Regardez la situation de l'Allemagne, et chez nous aussi. Nous allons, avec des tensions qu'il y a aussi en mer Rouge, nous risquons aussi d'avoir des problèmes d'approvisionnement. Je crois que nous en aurons peut-être assez vite en ce qui concerne le gaz, en ce qui concerne le pétrole, on verra. Et nous sommes visiblement l'entité économique qui souffre le plus, regardez, en termes de croissance. Oui, c'est ça, en termes l'inflation, la baisse de la croissance, ces chiffres que l'on voit, c'est défavorable. Ça concerne surtout l'Union européenne, malheureusement. Mais alors justement, Henri Malos, est-ce que finalement, par la force des choses, est-ce que Donald Trump qui appelle l'OTAN à s'engager dans le conflit, et notamment pour libérer le détroit d'Ormuz, est-ce que les pays européens, en tout cas, ne devraient pas le faire finalement ?
La question, c'est pourquoi le détroit d'Ormuz? Le détroit d'Ormuz, ça ne concerne pas l'Europe. Vous savez, le détroit d'Ormuz, si vous connaissez votre géographie, c'est un problème mondial, mais ça concerne les pétroliers, ça concerne l'accès des pétroliers pour descendre vers l'océan Indien. Mais donc, ça provoque l'Union européenne n'est pas dans l'océan Indien, sauf l'île de la Réunion et voilà. Exactement. Mayotte. Vous avez raison. Mais ça provoque un choc énergétique mondial dont souffre oui, bien sûr. Dans cette mais vous savez aussi, par ailleurs, que le détroit d'Ormuz n'est pas totalement fermé, puisqu'il y a des bateaux qui passent. 5%. Les bateaux qui payent ou qui sont autorisés. J'ai vu hier, il y avait un bateau, il y avait un tanker malaisien, il y en a de Hong Kong, il y en a de la Chine. Donc, le détroit d'Ormuz tel qu'il est, pour être sécurisé, il faut trouver un accord avec le gouvernement iranien actuel ou un nouveau, s'il y a un changement de régime, j'en sais rien, et le sultanat d'Oman, puisque vous savez, le détroit d'Ormuz, les eaux, ce sont des eaux partagées, puisque ce ne sont pas des eaux internationales, puisque si vous connaissez le droit maritime, la distance étant que ce sont des eaux partagées entre deux États. Et donc là, il faut trouver un accord entre le sultanat d'Oman, la République d'Iran, quelle qu'elle soit, pour pouvoir passer. Ou alors on envoie des troupes, mais on n'envoie pas les pays européens envoyer des troupes aujourd'hui attaquer l'Iran. Non, le sultanat d'Oman, visiblement pas, et l'Iran non plus. Donc ça veut dire, quand la situation se calmera, trouver un accord. Après, vous avez vu que le Parlement iranien a voté une loi pour faire payer une sorte de péage. C'est une question qu'après, en droit maritime international, théoriquement, ils ont le droit, puisque ce sont leurs eaux territoriales. Ce ne sont pas des eaux internationales. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ça se négocie, comme tout ce genre de choses. Bien sûr, c'est la souveraineté leur souveraineté sur le détroit d'Ormuz qui est effectivement dans les négociations, parce qu'a priori, Washington a réfuté pour le moment. On va revenir un petit peu sur le rôle de la Russie. La Russie est censée être censé être allié de l'Iran, on l'a bien compris, c'est même historique, semble donc profiter de la guerre. Est-ce que Moscou joue un double jeu? Et est-ce qu'on ne pourrait pas supposer même, ça a longtemps animé les chancelleries, que Moscou et Washington aient un deal tacite sur l'Iran? Je n'en sais rien, franchement. Je n'ai pas d'informations. Qui êtes dans les arcanes du pouvoir. de contact privilégié ni avec M. Poutine ni avec M. Trump d'ailleurs. Donc je n'en sais rien. Vous savez, dans les conversations entre la Russie et les États-Unis, suite à cette rencontre qui a eu lieu à Anchorage l'été dernier, beaucoup de sujets ont été traités. L'Ukraine, c'est un sujet, mais il y en avait beaucoup d'autres. Le principal, d'ailleurs, c'était le retour de la coopération entre la Russie et les États-Unis. Vous savez même qu'ils ont parlé d'un tunnel entre l'Alaska et la Sibérie. Pourquoi pas, d'ailleurs? Ça, c'est l'essentiel. Alors que dans ce contexte-là, ils aient évoqué aussi la situation de l'Iran, c'est possible. Mais en tout cas, s'il y avait un deal, je ne peux pas imaginer que dans ce deal, les Russes auraient pu imaginer l'attaque qui a eu lieu contre l'Iran le mois dernier, qui, il faut le reconnaître, non seulement d'être illégal, d'être brutal, quel que soit le régime iranien et je dirais sa perversion et son côté malfaisant, rien ne justifiait une attaque comme ça délibérée, sans déclaration de guerre, sans rien, alors que des négociations étaient en cours. Donc qu'il y ait des discussions sur l'Iran, oui, mais moi je ne crois pas qu'il y ait un deal et que la Russie aurait laissé, je dirais, carte blanche à l'administration américaine pour faire cette opération. Ça m'étonnerait. Et ce, quand bien même, il y a un narratif commun. Poutine, on le sait très bien, souhaite le démantèlement de l'OTAN. Trump, à plusieurs reprises, et l'a encore martelé hier, souhaite également sortir les États-Unis de l'OTAN, ce qui équivaut par ricochet. Mais si vous voulez, moi, il y a une chose qui m'étonne quand même, c'est que, je crois qu'on vit une époque dans laquelle on dit un petit peu tout et n'importe quoi. Pourquoi a-t-on créé l'OTAN? Et quelle est la base légale, juridique, politique de l'OTAN? L'OTAN, c'est 1949, c'est la sécurité du continent européen. Il a été d'ailleurs tout à fait anormal que l'on ait sollicité l'OTAN pour intervenir en Afghanistan, parce que c'est hors de son périmètre, hors de son champ. L'Afghanistan, c'est pas en Europe. L'Iran, c'est pas en Europe.
Excusez-moi. Donc, demander à ce que les pays de l'OTAN interviennent au Moyen-Orient, c'est un non-sens juridique, c'est un non-sens. L'OTAN n'est pas fait pour cela. L'OTAN c'est le traité de l'Atlantique Nord, donc l'Iran n'est pas dans l'Atlantique Nord, ni l'Afghanistan, donc je crois qu'il faut éviter de vouloir faire tout et n'importe quoi avec toutes les organisations. L'OTAN avait un but précis à l'époque de la guerre froide. La grande question de l'OTAN, c'est quand il y a eu la chute du mur de Berlin et du rideau de fer, on n'a pas saisi cette chance pour revisiter l'OTAN, revoir l'OTAN avec la Russie qui se rapprochait beaucoup dans les années 90, même 2000, même les premiers mandats de Vladimir Poutine. On a raté cette occasion, de notre faute, parce qu'on a toujours un rideau de fer dans la tête, aussi de la responsabilité de Moscou, faute partagée à mes yeux. Et l'OTAN maintenant, effectivement, se retrouve questionnée par rapport à son utilité, parce qu'elle n'a pas pu empêcher la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On voit qu'elle est aujourd'hui dépassée. Mais si les États-Unis se retiraient de l'OTAN, l'OTAN n'existerait plus. L'OTAN, c'est une création des États-Unis. Donc si on crée quelque chose, c'est comme si, imaginons la France se retirerait de l'Union européenne, ce que je ne souhaite pas, bien entendu. La France est à l'origine de la construction européenne. Jean Monnet et Robert Schuman étaient français. Donc si la France se retirait de l'Union européenne perd tout sens. Donc si les États-Unis se retirent de l'OTAN, l'OTAN perd tout sens. Mais justement, alors Monsieur Malos, les grandes institutions mondiales et notamment occidentales tombent les unes après les autres. On parlait à l'instant de l'OTAN, on peut parler de l'ONU également, qui finalement n'est pas convoquée, n'intervient pas dans les pourparlers de paix. Pakistan, Égypte, Turquie. C'est la fin. Vous savez, les institutions, c'est comme les personnes, hein, c'est mortel. La Société des Nations a été établie en 1919, ou 1919, je crois, après la Première Guerre mondiale. Elle a disparu. Elle s'est transformée. Elle s'est transformée, mais elle a disparu en tant que telle. Donc elle s'est transformée. Vous avez très bien dit, elle s'est transformée. Donc l'OTAN et l'ONU doivent se transformer donc les institutions, mais bien sûr. J'ai regardé il y a quelques jours l'intervention d'un représentant africain à l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne me souviens plus de quel pays il était, ministre des Affaires étrangères, et il a posé effectivement des questions sur le fonctionnement des Nations unies en demandant comment peut-on expliquer aujourd'hui que vous avez un Conseil de sécurité avec 5 membres permanents et que, par exemple, il n'y a aucun pays africain qui représente bientôt 1 milliard de personnes, hein, un sixième de l'humanité, aucun représentant africain qui siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Comment peut-on expliquer que l'Inde, qui représente 1,4 milliard d'habitants, n'a pas de siège permanent aux Nations unies? On voit bien que les 5 membres permanents, c'est une survivance d'un événement, la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu lieu maintenant il y a 80 ans. C'est-à-dire que c'est fini, les générations sont passées. On a de nouvelles générations qui arrivent aux commandes et qui ne comprennent plus. On avait toujours, j'ai encore le souvenir, j'étais enfant à la fin des années 50, mais début des années 60, donc la Deuxième Guerre mondiale a été encore dans notre tête. Mais aujourd'hui, les jeunes qui ont 25, 30 ans, 40 ans, qui sont aux commandes, la Deuxième Guerre mondiale, ça ne leur parle plus. Donc ces conditions-là, donc ni l'OTAN, ni les Nations Unies ne sont adaptées au monde actuel. Donc soit elles disparaissent, soit elles se transforment. Et comme elles ne se sont pas transformées, elles risquent de disparaître. Le Conseil de la paix de Donald Trump, finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose? Ou pas? Pardon, je ne donne pas du tout mon avis, mais est-ce que... Je pense que... Ça n'a pas réussi à éviter la guerre en Irak. Je pense, en l'état actuel des choses, c'est une plaisanterie. Le Conseil de la paix, présidé par lui-même, avec pour le gérer son gendre, je crois, et son meilleur ami, avec des personnalités aussi contestables et contestées que Tony Blair qui se trouve là-dedans. Bon, pour le moment, c'est une blague. Par contre, l'idée effectivement de transformer les Nations Unies, d'imaginer de nouvelles Nations Unies. Vous savez, je reviens à votre première question. Les BRICS. Je crois que l'objectif principal des BRICS, parce que j'ai compris, j'ai travaillé avec les ambassadeurs des pays des BRICS, on a organisé un certain nombre d'événements à Bruxelles. Chacun de ces pays, l'Égypte, l'Afrique du Sud et autres, ils tiennent bien sûr à
à exprimer directement leur propre ambition de leur propre pays. Donc ils ne voient pas les BRICS comme une alliance politique fermée où chacun doit dire la même chose. C'est pas le G7. Une sorte de société des nations. C'est pas les États-Unis c'est pas le G7 où tout le monde suit les États-Unis, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un nouveau concept des relations internationales dans lequel il y a un équilibre, il y a le respect des positions des uns et des autres, et c'est ça les BRICS. Et je crois que ce concept-là peut-être pourrait préfigurer, j'espère en tout cas, ce que j'espère, une nouvelle organisation qui pourrait être une nouvelle charte des Nations Unies, dans lesquelles il y ait davantage de respect des opinions des uns et des autres, et il n'y ait plus, parce que les BRICS, effectivement, c'est le refus d'une hégémonie. Et cette hégémonie, elle est en train de s'effondrer. Et moi, je pense que l'échec prévisible de l'attaque israélo-américaine en Iran et dans la région du Moyen-Orient va accélérer cette remise en cause et va accélérer la mise en place d'un nouveau type d'organisation, ce que j'espère. Parce que sinon, on n'aura que des conflits. On va passer dans la partie prospective de votre intervention. Juste une question encore. J'entends bien ce que vous dites et c'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous pensez que la France ou l'Europe doivent se rallier aux BRICS ? Alors ça a été évoqué, vous savez, une personnalité qui sera peut-être candidat aux élections présidentielles l'année prochaine, Dominique de Villepin, l'an dernier, dans le monde diplomatique, a imaginé, il pensait la France, que la France pose sa candidature. Le président Macron a sollicité, d'après ce qu'on dit, l'an dernier, une invitation pour participer à un sommet des BRICS à Johannesburg. Il n'a pas été invité, mais il a évoqué, il a caressé cette idée. La Serbie, dans le pays européen, s'est rapprochée, a posé la question aussi. Moi, je pense que l'Union européenne, quel que soit l'avenir de l'OTAN, doit vraiment réfléchir à son nouveau positionnement. Puisque les États-Unis prennent cette voie à la fois isolationniste et interventionniste, une espèce d'incohérence d'ailleurs qu'on retrouve dans le discours de Donald Trump, y compris cette nuit, l'Union européenne doit entamer, à mes yeux, un dialogue. Dans le cas des BRICS, comme j'ai dit, les BRICS, ce n'est pas une alliance fermée. Les BRICS ou autre chose, dans le sens où faire valoir ses propres principes, qui sont des principes de non-ingérence, qui sont des principes fondés sur nos racines, notre identité, nos racines qui sont gréco-romaines, judéo-chrétiennes, qui sont liées au respect de nos principes. Vous savez, l'ADN de l'Union européenne, c'est la paix. C'est comme ça qu'elle s'est construite. Droit, donc nous avons réussi à bâtir un ensemble de relative prospérité, mise en cause aujourd'hui, mais surtout de paix entre des belligérants qui s'étaient entretués pendant des siècles. C'est ça notre ADN. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut forcer tout le reste du monde à nous suivre, mais au moins gardons cette charte de paix, ces principes de paix et de faiseurs de paix à la disposition des autres parties du monde pour qu'ils s'inspirent de nos méthodes. C'est ça le projet européen. C'est pas de suivre les États-Unis dans des guerres incessantes de par le monde ou des complots pour renverser les régimes ou pour essayer de s'approprier les richesses des uns ou des autres. C'est pas ça le projet européen à mes yeux. C'est un autre type de projet. Les BRICS, ça peut être un bon endroit pour développer ce concept. Regardez ce que fait, dans le cas des BRICS, le Brésil, par exemple, la position du Brésil, la position même de l'Égypte, qui a un régime qu'on peut mettre en question, mais qui essaie aussi d'être un pays, une force de stabilisation, une force de pacification. Regardez l'Afrique du Sud, on a des exemples. On n'est pas forcé de s'allier à l'un ou à l'autre. On n'est pas forcé de faire partie d'une coalition pour pouvoir, de manière pacifiée, organiser les échanges. Et si vous permettez, je crois que nos chefs d'entreprise, nos économies s'en porteront d'autant mieux. Et c'est pour ça qu'on multiplie les traités de libre-échange avec l'Inde, avec le Mercosur, etc. Il y a aussi une dimension économique dans ces approches, de compréhension mutuelle. Ceci étant, Henri Maloche, je reviens sur ce que vous dites, parce que
Vous dites l'esprit européen basé sur l'esprit des Lumières, sur le respect des droits de l'homme, la paix, Oui, effectivement, c'est indispensable. À mes yeux, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ceci étant, est-ce que on n'est pas déjà des anciens, nous, à penser comme ça, quand toutes les trois grandes puissances mondiales ont ouvert des fronts de guerre, les États-Unis, la Chine avec Taïwan, qui multiplie les exercices militaires autour de l'île, et puis la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, placer le respect des droits de l'homme comme philosophie suprême, c'est pas un peu... Moi, je n'ai pas parlé de respect des droits de l'homme. Alors, en tout cas, placer le droit... Moi, j'ai parlé de paix. Vous avez parlé de paix. Parler de paix, parler d'égalité, parler de justice, des droits humains, sûrement. Il y a sûrement là, sans, à mes yeux, vouloir imposer notre modèle aux autres. Parce que vous savez ce que le reste du monde ne supporte plus, c'est l'hégémonie. Ce sont deux choses. C'est donc cette idée d'hégémonie, cette idée de vouloir imposer notre modèle, et aussi ces doubles standards. Double standard. Par exemple, vous avez vu avant-hier, le Parlement israélien a voté une loi qui a établi un apartheid au niveau de la peine de mort. C'est-à-dire pour réintroduire la peine de mort, mais pour les non-israéliens, donc pour les non-juifs, pour les Arabes ou d'autres. Donc ça, c'est totalement inadmissible. Si la Russie le faisait dans un autre contexte, on hurlerait. Là, vous avez vu, il y a eu à peine quelques timides protestations. Donc on ne supporte pas ces doubles standards et cette volonté d'hégémonie. Mais en dehors de ça, je crois qu'on peut très bien, avec notre modèle démocratique, notre modèle de dialogue, de respect des autres, de droits humains, bien entendu, de respect des droits de la femme, de respect des droits de l'enfant, de lutte contre la pédophilie, de lutte contre tous les maux, drogue, corruption, etc. Bon, même si on sait que chez nous, c'est pas parfait, mais on essaie au moins de séparation dans l'ordre juridique entre la justice et l'exécutif, donc séparation des pouvoirs, tous ces grands principes-là, il faut continuer à les cultiver. On les a d'ailleurs dans certains domaines malheureusement oubliés. Donc il faut les réapprofondir sans vouloir les imposer aux autres, plutôt se présenter comme un exemple, sans jouer ce rôle de grande puissance. Alors, vous me dites, oui, c'est vrai, mais regardez la Chine, regardez la Russie, regardez les États-Unis, ils se présentent de plus en plus comme de grandes puissances. Mais l'Union européenne ne peut pas. Je parlais tout à l'heure de Napoléon Bonaparte. Bon, on ne va pas revenir à un grand chef pour l'Europe qui va être un grand empereur qui va conquérir. Nous sommes composés de, aujourd'hui, 27 nations européennes, demain un petit peu plus, avec leurs différences, leurs histoires spécifiques, leur identité. On ne peut pas se transformer en un empire. C'est impossible. Même si le monde se transforme en empire. Même si le monde oui, mais nous, on ne peut pas. On n'a pas cette nature. C'est pas dans notre nature. Exactement. Mais je reviens. Ces empires qui risquent, on sait très bien, de s'entrechoquer, de s'entretuer, de s'entre-déchirer. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut pour nos enfants ? Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut pour nos petits-enfants ? Moi, je suis désolé, j'ai écouté, comme je disais pendant la nuit, le discours de M. Trump, quand il dit « nous allons continuer nous allons transformer, nous allons ramener, s'ils ne suivent pas nos injonctions, ce pays à l'âge de pierre », je veux dire, quelle brutalité. Quelle violence. Quelle violence, vous avez raison, quelle violence. Est-ce qu'on veut ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants ? Donc, alors, c'est peut-être de la naïveté, mais moi, je ne pense pas. Parce que moi, je pense qu'il y a d'autres nations dans le monde. On a parlé du Brésil, on a parlé de l'Inde, on a parlé de l'Afrique du Sud, de nouveaux pays émergents. Il est possible que, M. Poutine n'est pas éternel. La Chine, espérons-le, évoluera. Donc, il faut continuer à porter notre message. Et je pense que si on, s'avilissait à prendre les mêmes travers que moi, je ne souhaite pas que l'Union européenne devienne communiste comme la Chine. Je ne souhaite pas que l'Union européenne devienne la Russie autocratique de M. Poutine. Je ne veux pas non plus que l'Union européenne soit présidée par quelqu'un comme M. Trump, dont parfois la vulgarité est assez choquante. Je ne crois pas que c'est ça ce qu'on souhaite. Donc, à nous de cultiver notre propre jardin,
avec nos propres plantes, nos propres fruits, nos propres légumes, de montrer que le goût européen particulier, sans être naïf, mais à ce moment-là, il faut qu'on arrête de suivre effectivement une grande puissance, parce que si on se colle à une grande puissance, l'OTAN c'est ça, on est en quelque sorte collé. Nous sommes un appendice d'une puissance américaine en déclin, parce que la réalité c'est ça, les chiffres sont têtus. Je crois que c'est une voie sans issue pour l'Europe. Écoutez, on va bientôt venir vous parler, donc on comprend bien que quoi qu'il se passe au cours des 15 prochains jours ou des 3 prochaines semaines, l'Iran va sortir inévitablement affaibli de ce conflit. Si on fait un peu de prospective, Monsieur Malos, 2040, est-ce que si l'on se place sous cette unité de temps, vous voyez Israël comme étant la nouvelle puissance du Moyen-Orient ? J'en suis pas sûr, parce qu'il y a une chose qui est inquiétante. Pour la première fois en 2025, en Israël, le nombre de personnes qui ont quitté le pays était plus important que le nombre d'arrivées. Et c'est vrai que la population palestinienne augmente à une croissance de 3% à peu près par an. Alors celle d'Israël jusqu'en 2020, c'était à peu près la même chose. Maintenant, c'est beaucoup plus faible en Israël et même c'est en train d'être inversé, puisqu'il y a plus de départs que d'arrivées. Et donc il y a un vrai problème démographique. En plus, vous savez, moi je vais demain soir à Beyrouth pour une opération, pour une mission en partie humanitaire. Et quand vous rasez des villages, quand vous déplacez des populations, quand vous bombardez, parfois c'est ciblé, parfois ça l'est pas, parfois vous tuez des gens qui sont engagés dans des combats, parfois ce sont des civils, des prêtres, des secouristes, etc. Vous semez des graines de haine pour des générations futures. Et je ne vois pas comment ce pays pourrait devenir la puissance de référence s'il poursuit cette voie. Parler de cette loi sur la peine de mort. Sur la peine de mort. Je crains que pour Israël, cette guerre éternelle, perpétuelle, ne soit en fait qu'une succession de difficultés, d'embûches, et qu'à la fin, Israël ne s'en relève pas. Mais vous savez, l'occupation du Sud-Liban qui est en train de se passer, ce sera la 4e fois en 60 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Chaque fois, ça renforçait en fait le Hezbollah. Ça renforçait ceux qui s'opposaient à cette occupation, d'une manière d'ailleurs assez logique. Quand vous voyez vos parents, vos enfants tués, massacrés, vous avez envie de vous venger. Donc c'est un mouvement sans fin. C'est sûr. Vous parlez de l'Iran. Vous savez, l'Iran, un régime détestable. Tout le monde a vu ce qui s'est passé l'hiver dernier, mais le sujet n'est pas vraiment là. Vous savez que l'Iran, s'il n'y avait pas les sanctions, l'Iran est un pays qui a un potentiel scientifique, humain, économique, c'est un grand pays, au niveau des ressources énorme. Non seulement c'est un grand pays, mais c'est pas les monarchies du Golfe avec le désert et 90% de travailleurs immigrés. Ce sont des pays où il y a plus d'ingénieurs par habitant qu'en France ou qu'en Allemagne. C'est un pays dans lequel il y a des universités qui sont parmi les meilleures au monde. Le problème, c'est que les gens qui forment, il y en a la moitié qui s'en vont parce qu'il y a le régime qu'on a, mais que 70% des diplômés, ce sont des femmes en Iran. Donc vous avez un pays qui a un potentiel humain très développé. S'il y a une évolution du régime, ce que tout le monde souhaite, brutale ou pas, à mes yeux, ce n'est pas notre affaire, mais c'est l'affaire des Iraniens, l'Iran peut reprendre sa place. Bien sûr, dans un nouveau contexte. Israël, je me pose des questions. Je pose des questions avec un gouvernement extrémiste actuel. Là aussi, je pense qu'Israël aurait besoin d'un changement de régime. Mais comme vous l'avez dit pour Poutine, Benyamin Netanyahou n'est pas éternel non plus. Et mais vous savez, la question, je ne connais pas très bien, mais la question, c'est sa coalition. Pour sa survie politique, puisque vous savez qu'il est mis en cause dans pas mal d'affaires, et tout ça est mis entre parenthèses tant qu'il y a des guerres, donc il continue les guerres, mais pour sa survie politique, il s'est allié à des extrémistes qui sont, pour, je dirais, la culture israélite,
aussi dangereux à mes yeux que les islamistes dans la culture musulmane. Et c'est ça qui est aujourd'hui un gros obstacle au développement d'Israël comme puissance stabilisatrice dans le Moyen-Orient. Eh bien, écoutez, Monsieur Malos, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre message. Je vous remercie. À très bientôt. Et puis, je vous souhaite un bon voyage. J'espère que ça ne sera pas trop difficile émotionnellement, en tout cas. Oui, bon, on verra. On verra. Merci beaucoup, Monsieur Malos. Au revoir. Nous, on se laisse là. Et donc, vous savez, c'est le week-end de Pâques. Donc, demain, la bourse est fermée. Nous ne serons donc pas là également. Lundi, c'est le lundi de Pâques. Et on vous souhaite par avance un très bon lundi de Pâques. Et donc, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle semaine de décryptage de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Je vous souhaite un excellent week-end.